Le CAC 40, l'indice parisien phare de la Bourse de Paris, qui reste sous pression, qui enchaîne les séances de baisse, encore aujourd'hui, quasiment troisième séance. Et donc voilà, on se pose la question jusqu'où peut se poursuivre ce mouvement baissier alors qu'on est juste au-dessus des 7200 points. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. C'est 7246 points, on est à la mi-journée en direct sur Boursorama. Eric Lewin, pour les publications Agora, c'est toujours la même histoire, hein. Il y a encore 10 jours, une seule personne n'en parlait, maintenant on ne parle que de ça, ces négociations à Washington qui sont dans l'impasse, qui font planer cette menace fantôme, diront certains, de défaut de paiement. En gros, ça va être tendu, nerveux, comme ça, jusqu'au 1er juin. Oui, écoutez, jusqu'au 1er juin, maintenant il faut savoir que c'est la 78e fois qu'il y a comme ça des négociations sur le plafond de la dette qu'on doit relever. Il y a eu des précédents célèbres en 79 sous Carter, en 2011 avec Barack Obama. Moi, ce que j'ai quand même envie de dire, c'est que certes, pour l'instant, il y a de la sanction sur les marchés, mais enfin, sur une semaine, on ne perd que 2,8%. Et par rapport au plus haut de 7581 points, ça fait simplement 350 points de baisse. Maintenant, si on regarde, David, les autres indicateurs qui sont importants pour essayer de comprendre cette problématique de dette, le VIX, qui est l'indice de la volatilité, il est toujours sur des niveaux de 20. Je vous rappelle qu'on a fait un plus haut cette année à 33. Sur les taux longs, ça s'est tendu en un mois, certes, mais c'est passé simplement de 3,50 à 3,75. Enfin, le CDS, qui est l'assurance des défauts de paiement, contre le défaut de paiement sur les États-Unis sur la dette, il était à 165 hier, alors qu'on avait fait 177 le 11 mai, on était à 126 vendredi dernier. Donc c'est vrai qu'il y a des tensions qui se font, mais certains se disent quand même qu'il faudrait trouver un accord, même s'il y a quand même une vraie polarisation des partis politiques aux États-Unis. Et contrairement à l'époque d'Obama où on arrivait à négocier, là on a l'impression que les deux camps sont vraiment dans l'idéologie pure et dure. Et donc c'est vrai qu'il y a cette onde de choc avec cette décision cette nuit de Fitch de placer la note AAA des États-Unis sur surveillance, ce qui veut dire qu'on pourrait assister à un abaissement de la note. On n'en est pas encore là, donc c'est vrai que tous ces événements, avec un CAC quand même qui progresse encore de 11% depuis le début de l'année, fait que on peut se dire que si les choses tournaient mal ou si les choses patinaient, on pourrait se diriger vers les 7000 points. Donc les 7000 points possiblement à portée de main, Eric, surtout si on se dit qu'un accord sera trouvé sûrement au finish sur le tard dans une bonne semaine. Bah écoutez, la grande problématique, c'est si je vous donne le cas inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. D'abord, ce qui pourrait se passer quand même s'il n'y a pas d'accord, c'est que les États-Unis payent quand même leurs dettes sur les obligations, mais ne payent ni les retraites, ni les prestations sociales, c'est-à-dire qu'on privilégierait les États-Unis d'Amérique pour leur confiance vis-à-vis des investisseurs, mais ça serait au détriment des consommateurs. Et puis, alors il y a des modèles qui tournent, je veux pas inquiéter tous ceux qui nous écoutent, mais les modèles qui tournent disent qu'on pourrait avoir une baisse de 30% des marchés financiers, une baisse de 10% du dollar, une tension entre 100 et 220 points de base sur le 10 ans américain, donc des vraies secousses. On n'en est pas encore là. Je le rappelle, mais tant qu'on n'a pas trouvé d'accord, je vois pas de raison que le CAC se remette à progresser, parce que même hier où on a vu que les minutes de la Fed indiquaient que finalement on en est vraiment très proche de cette fin de hausse des taux aux États-Unis, même ça fait pas monter le marché, puisque aujourd'hui on est quasi stagnant après quelques jours de forte baisse. Ouais, j'ai regardé les titres qui ont le plus baissé depuis maintenant quelques jours. C'est le luxe essentiellement, qui perd entre 6 et 7%. LVMH, Kering ou encore Hermès. C'est une opportunité, quelque part, de faire ces emplettes à meilleur compte? Alors, peut-être quand même pas sur le secteur du luxe, qui avait quand même fortement progressé, avec peut-être un biais différent sur Kering que je commence à trouver vraiment sous-valorisé, parce que Kering doit se payer 15 fois les bénéfices. Je sais que le premier trimestre a été un peu délicat en organique, mais quand même, je trouve qu'au-dessous de 500 euros, je pense qu'on peut mettre un petit ticket sur Kering. Sur les deux autres, LVMH et Hermès, ça reste quand même assez cher, et je pense qu'on a besoin de cette saine consolidation. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, on en parlait ensemble, il faut que le luxe baisse. Bon, là c'est vrai qu'il se met à baisser, mais encore une fois, vous savez, les replis qui se font, on s'inquiète sur la dette, ça se fait vraiment dans le calme actuellement. Non, moi je préférerais, si vous me laissez quelques instants, moi il y a quelques valeurs que je trouve intéressantes. Je considère que Téléperformance, quand même, qui perd 30% depuis le début de l'année, alors qu'elle a un positionnement quand même sur l'intelligence artificielle, me paraît quand même sous-valorisé complètement. Ça vaut plus que 11 fois les bénéfices. Il y a une valeur d'entreprise rapportée à l'EBIT de 7. Le dossier me paraît intéressant, même s'il y a toujours les soupçons après cette enquête ouverte en Colombie pour violation des droits syndicaux. Mais le titre me paraît quand même assez
trop vendu, si vous me permettez cette expression. Je considère également que sur Essilor Luxottica, qui ne gagne que 3% depuis le début de l'année, il y a des choses à faire. Numéro 1 mondial de l'optique. Ils ont un nouveau progressif qui s'appelle Varilux, très présent sur l'intelligence artificielle. Ils ont le nouveau modèle de Ray-Ban qui s'appelle les Ray-Ban Stories. C'est pas mal, c'est des lunettes connectées qui permettent de filmer, de partager des vidéos. Ils ont 25% du marché mondial. Le premier trimestre a été plutôt bon et d'ici 2025, ils pourraient dégager entre 19 et 20% de rentabilité. Donc je suis plutôt confiant. Et puis, dernier petit ticket sur Alstom. C'est vrai qu'il y a un décalage d'un an des objectifs. C'est-à-dire qu'ils auront une marge opérationnelle entre 8 et 10% simplement en 2025-2026. Mais je considère quand même que la digestion de Bombardier se fait bien. Vous savez que la grande problématique de Bombardier, c'était qu'il y avait beaucoup de commandes sur lesquelles ils perdaient de l'argent. Maintenant qu'il n'y en a plus que 14% des commandes de Bombardier où ils perdent de l'argent parce que c'était mal dimensionné. D'ici 2 ans, ça sera plus que 5%. Ça vaut 13 fois les bénéfices. Donc, par exemple, sur un dossier comme Alstom, je pense qu'on peut y aller. Donc, oui, il y a un risque que les marchés aillent à 7000. Je veux quand même... Justement, pardon, juste Eric, je vous coupe. C'est pas incohérent de se dire que, quelque part, vous êtes acheteur sur ces 3 titres-là, ça, on l'a compris. Mais de se dire que si le CAC 40 va à 7000 points, peut-être qu'on va attendre encore un petit peu, non? Ouais, mais enfin 7000 points, David, on a 7240, donc ça fait 240 points, ça fait 3,5%. Il y a encore rien de dramatique. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut prendre une pause de 100 sur ces 3 valeurs, on n'a qu'à prendre une pause de 30 et puis attendre un petit peu qu'on soit à 7000, quoi. Mais si on veut commencer à prendre des positions, ça serait pas ridicule, parce que l'autre cas de figure, c'est qu'il est bien évident que si jamais il y avait un accord trouvé sur la dette... Et alors ? Les marchés quand même repartiraient fortement à la hausse, hein. Parce que je vais vous dire là, avec l'ensemble de toutes ces mauvaises nouvelles quand même, ça résiste vachement bien. En réalité, si on n'était pas des spécialistes des marchés, vous voyez le CAC perdre 4% en l'espace d'un mois et gagner encore 12% depuis le début de l'année, il n'y a rien d'horrible. Enfin, il n'y a pas une tension, ce que je veux dire, il n'y a pas une tension sur la dette américaine avec des taux passés de 3,40 à 4,50, avec un dollar qui perd 15%, etc., etc. Donc, bon, j'ai le sentiment que finalement on tient bien. Il faut espérer qu'il n'y ait pas un échec, parce qu'il est évident que s'il y a cet échec, tout ce qu'on dit là n'aurait plus de sens. Mais je pense qu'il faut commencer à acheter entre maintenant et peut-être sous les 7000 points, parce que j'exclus pas encore qu'avec une mauvaise nouvelle, parce que on a jusqu'au 1er juin, mais vous savez, il y a les experts de Goldman Sachs qui disent non, on peut quand même négocier jusqu'au 6 juin. Donc 1er juin, 6 juin, il reste quoi? Il reste une petite semaine là-dedans, donc il peut y avoir pas mal de nervosité. Mais je suis assez surpris quand même que le VIX, qui est l'indice de la volatilité, ne soit qu'à 20. C'est quand même assez étonnant, et ça veut dire quand même que les gens m'ont l'air... Ne croient pas au scénario du pire. Oui, j'ai pas l'impression qu'on price quand même le pire. On joue peut-être à se faire peur. Je vous le dis encore une fois, je conclue là-dessus, 78 fois depuis 1960, et il n'y a jamais eu de problème. Donc comme on n'a pas non plus de précédent, c'est vrai qu'on a du mal à le modéliser et à le quantifier. Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, Merci David. rédacteur en chef des publications Agora. Salut Eric.